Dans ce chapitre, on va parler de lois de probabilité, notamment de modèles continus, et plus précisément, on va parler de la loi normale, qu'on appelle aussi la loi de Gauss, ou de Laplace-Gauss. On a vu en statistique pour les variables, on pouvait avoir des variables qualitatives, quantitatives discrètes et quantitatives continues. Lorsque la variable est quantitative continue, on pouvait tracer un histogramme. Si on trace la courbe des fréquences de cet histogramme, qui passerait donc au sommet, au centre à peu près de chaque classe, donc ici la courbe à peu près, hein. Et si on trace la courbe des fréquences et qu'on obtient une courbe sous la forme d'une cloche, on pourra dire que les données suivent une loi normale. Il y a à vrai dire des tests mathématiques poussés qui permettent de confirmer si les données suivent réellement une loi normale ou pas, mais disons que globalement c'est ça l'idée générale. L'intérêt de dire que les lois suivent une loi normale, c'est que avec une loi de probabilité qui est normale, qu'on désigne par n mu sigma, s'il est de moyenne mu d'écart type sigma, il y aura plein d'affaires qu'on pourra faire. On pourra calculer différentes probabilités, la chance qu'un événement, par exemple ici, d'une classe, selon les résultats obtenus à l'examen, on pourra s'intéresser à la probabilité d'obtenir une note entre 60 et 75, le pourcentage d'étudiants qui ont une note a priori. On pourra faire des estimations à l'avance si on sait que les données suivent une loi normale. Bon, ça c'est un exemple de note, mais il y a plein d'exemples concrets dans la vraie vie qu'on peut modéliser de cette manière. Et donc on pourra calculer des probabilités, on pourra construire des intervalles de confiance qu'on verra plus loin, etc. Donc il y a un grand intérêt à modéliser des phénomènes comme ça et dire lorsqu'ils suivent une loi normale, donc qu'on note en général si x suit une loi normale, de moyenne mu et d'écart type sigma, on dit x suit une loi n mu sigma. Donc on va utiliser cette notation pour la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Donc la courbe, on a dit c'est une courbe sous la forme d'une cloche. Si je prends plusieurs variables aléatoires qui suivent toutes des lois normales et elles ont toutes le même écart type, les courbes vont se ressembler. Si la moyenne, mais le fait par exemple que mu2 soit plus grand que mu1, le graphe sera décalé vers la droite. Le graphe de la variable qui suit une loi de moyenne mu2 va être plus à droite que le graphe d'une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne mu1, etc. Donc l'effet de la moyenne sur le graphe, c'est de déplacer de façon horizontale. Le fait de changer la moyenne d'une loi normale, de garder son écart type, c'est juste on déplace son graphe à gauche ou à droite. Qu'est-ce qui se passe si on modifie l'écart type d'une loi normale? Donc prenons par exemple trois variables aléatoires normales, qui ont toutes la même moyenne, donc ils sont toutes centrées autour de la moyenne. Vous voyez ici, la loi normale est toujours centrée autour de sa moyenne. Sa moyenne, c'est le centre. Donc ici, ils sont toutes centrées autour de la moyenne, mais le fait qu'ils ont des écarts types différents, la cloche est différente. En fait, lorsque l'écart type est petit, on voit que la cloche va être plus haute. Donc, le pic vers le haut va être plus important si l'écart type est faible. Si l'écart type en revanche est grand, comme pour sigma 3, on voit que la cloche est pas mal large, c'est-à-dire le sommet de la cloche est plus bas. Le sommet de la cloche est plus bas et les ailes vont être plus larges que pour le cas où sigma 1 est petit. Donc on a dit, plus l'écart type est élevé, plus la courbe est large et plate. Inversement, si l'écart type est petit, comme pour sigma 1, la courbe va être étroite et pointue vers le haut. Le sommet de la cloche va être plus haut. Les lois normales ont plusieurs propriétés très intéressantes qu'il faut connaître.
Premièrement, la loi normale elle est définie pour tous les x compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ici, le graphe, bon, on voit il y a un espace, mais à vrai dire, entre l'axe des x et la courbe de loi normale, à vrai dire, cet espace, on ne va pas le voir. À partir d'un certain moment, à partir d'ici, on ne pourra plus distinguer le graphe de l'axe des x. Donc, on a fait ce dessin juste pour pouvoir distinguer, pour dire qu'il est défini pour tous les x négatifs ou positifs. En revanche, les graphes, à vrai dire, ils vont se coller rapidement dans le cadre d'une loi normale, à peu près comme on voit ici. Par exemple, ici, comme on voit ici, par exemple. Voilà. Donc, les graphes d'une loi normale vont se coller rapidement à partir de 3 sigma ici, mu. Ici, par exemple, mu plus 3 sigma. Et en bas, mu moins 3 sigma. Plus bas ici, au plus haut que mu plus 3 sigma. Les graphes vont pas mal se coller. Les graphes de la courbe de la loi normale et ceux de l'axe des x vont pas mal se coller. Donc le dessin ici, il est donné à titre indicatif, uniquement pour dire que la variable est définie pour tous les x positifs ou négatifs. Une autre propriété, c'est que c'est la symétrie. La courbe normale est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale mi, donc symétrique autour de sa moyenne. Si je trace une droite verticale x égale sa moyenne, il y a une symétrie. Ce qu'il y a à droite, c'est la même chose que ce qu'il y a à gauche. La moyenne de la médiane, on a dit, la moyenne de variable aléatoire, donc c'est mu. La médiane aussi, c'est mu. Donc quand on atteint un mu, on a déjà 50% des observations à gauche et 50% à droite. Donc mu, c'est également la médiane. C'est également le mode, même si pour les variables continues, on fait la classe modale. Mais lorsqu'on étudie donc, comme ça dans des échantillons, on fait des histogrammes, on parle de classe modale, mais pour une variable aléatoire, la valeur la plus haute ici, la plus observée, entre guillemets, c'est mu. Entre guillemets, parce que voilà, une variable aléatoire peut prendre des valeurs dans un intervalle. Mais la courbe est plus haute, la courbe, en tous les cas de la loi normale, est plus haute quand x égale à sa moyenne. Quand x égale sa moyenne. L'aire totale, et là où c'est intéressant, l'aire totale sous le graphe, c'est 1. Donc l'aire égale 1, une unité. Pour cela qu'on va pouvoir parler de probabilité par la suite, parce que la probabilité d'un événement va être donc une mesure entre 0 et 1, où la probabilité maximale c'est 1, c'est-à-dire ça correspond à 100% de chances que l'événement va se produire. La probabilité minimale c'est 0, donc 0% de chance qu'un événement se produise. Maintenant, si on prend une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma, par exemple, admettons, c'est la taille moyenne d'un citoyen canadien, on pourra s'intéresser à ce que la probabilité de la taille moyenne soit comprise entre x1 et x2, des valeurs qu'on choisit, nous. Comme on a dit, le graphe de la loi normale, il est là, cette probabilité va être l'aire comprise donc, entre les graphes de f. Et là, on voit x1, x2, donc les droites verticales, x égale x1 et x égale x2. Cette aire-là, ça correspond à la probabilité que x soit compris entre x1 et x2. Bien sûr, cette aire, sa mesure, c'est une mesure positive plus petite que 1. Puisqu'on a dit l'aire totale ici, on a dit, c'est 1. Donc la probabilité ici va être plus petite que 1, c'est normal. Probabilité que la taille moyenne d'un citoyen canadien soit comprise entre x1 et x2 va être plus petite que 100% puisqu'on n'a pas inclus toutes les valeurs possibles. Pour les variables continues, il n'y a pas de différence entre le plus petit et plus petit ou égal, ou bien plus grand, égal. Par exemple, probabilité que x soit compris entre x1 et x2, c'est-à-dire plus grand strictement à x1, plus petit strictement à x2,
C'est la même chose que je mets inférieur ou égal ici. C'est la même chose que je mets inférieur ou égal d'un seul côté, l'autre, je garde juste strictement inférieur ou vice-versa. Ça ne change rien, puisque la probabilité, c'est l'air en fait. C'est l'air qu'on a représenté ici, l'air verte. Le fait d'ajouter la frontière, cette frontière, la droite verticale, le fait de l'ajouter, ça ne change rien à l'air. Si je dis calculer l'air avec cette frontière comprise ou calculer l'air avec cette frontière non comprise, ça ne change rien à l'air verte. La mesure de l'air verte ne change pas. Donc la probabilité pour une variable continue, ça c'est valable uniquement pour une variable aléatoire continue, c'est qu'il n'y a pas de différence si on inclut les bornes, les intervalles ou pas, si on inclut les frontières ou pas. Il n'y a pas de différence si je mets plus petit ou égal. Voilà, donc, ce qu'on pourrait dire, considérons une variable aléatoire qui suit une loi N3-2. Ici, dans notre cas, on a dit c'est sigma qui est égal à 2. Ce n'est pas sigma 2, mais peu importe. Exprimer l'air à l'aide de probabilité. Donc là, on peut écrire, c'est la proba, que la variable aléatoire x soit comprise entre 3 et 5. On peut l'écrire comme ça. Je vais ajouter en rouge, inférieur ou égal. Vous pouvez mettre inférieur ou égal aussi. Pour l'une ou pour les deux, ça ne change rien à la proba. Ça reste la même. Donc c'est comme ça qu'on représente. Bien sûr, on aurait pu aussi mettre, par exemple, probabilité que x appartient à l'intervalle 3, 5. Et là, on peut fermer l'intervalle comme on peut l'ouvrir. Ça ne change rien également. Mais on va préférer quand même cette écriture. On va préférer celle-là. Pour B, on pourra écrire c'est la probabilité que x soit comprise entre moins 1 et 4. Là, c'est la même chose. J'aurais pu écrire aussi c'est inférieur strictement, ça ne change rien. J'aurais pu écrire inférieur strictement. Cette quantité, je peux l'écrire, c'est P de x supérieur à 5. C'est la même chose, P de x supérieur ou égal à 5 aussi. J'aurais pu l'écrire comme ça. Ça ne change rien. Puisqu'ajouter, on a dit une frontière pour les variables continues. Ça n'a pas d'impact sur la valeur de la proba. Et ça, je peux l'écrire P de x inférieur ou égal à 5. Comme j'aurais pu l'écrire aussi inférieur strictement, c'est-à-dire, on aurait pu l'écrire inférieur strictement. Exemple 6.2, si je souhaite représenter graphiquement les probas indiqués, probas entre x compris entre 1 et 2, sachant que, par exemple, la première, c'est une loi N01, donc la moyenne c'est 0, elle est centrée autour de 0. Proba compris entre 1 et 2, ça veut dire je peux imaginer que 1 il est là, 2 il est là par exemple. Et dans ce cas-là, ce qui m'était demandé, représenter graphiquement la proba. Donc la proba, ce sera l'air sur la courbe avec x entre 1 et 2. Ici, pour la deuxième, pareil, on a dit x est une variable qui suit une loi normale de moyenne 3. Donc la moyenne, il est là, c'est 3. On s'intéresse à la proba x compris entre 2 et 5. L'air sur la courbe, donc ça sera ça. Ici, on a des p de x inférieur à 2. Ça, c'est 1. 2, elle est là. On pourra écrire. Et pour la dernière, p de x supérieur à 3, sachant que celle-là, c'est une variable centrée autour de 5. Donc, on a 3 va être à peu près ici. On s'intéresse p de x supérieur à 3. C'est l'air sur la courbe, délimité inférieurement par la droite verticale, x égale 3.
Un cas particulier, c'est ce qu'on appelle une loi centrée réduite. Donc une loi normale centrée réduite, c'est une loi normale, sauf que sa moyenne c'est 0 et son écart type c'est 1. Donc c'est une moyenne centrée, c'est une loi normale centrée en 0 et son écart type c'est 1. Donc la forme du graphe c'est la même que celui d'une variable normale quelconque. C'est toujours une cloche, sauf que cette cloche elle est centrée en 0. Donc si on a une variable aléatoire x qui suit une loi normale quelconque, de moyenne mu d'écart type sigma, on a la propriété suivante, c'est que si je crée une autre variable aléatoire qui est égale à x moins la moyenne sur sigma, et bien j'obtiens une variable qui suit une loi n0. En gros, je prends n'importe quelle variable aléatoire x normale, je lui retranche la moyenne, je divise sur l'écart type, j'obtiens une loi normale n0, une loi normale de moyenne 0, et d'écart type 1. Exemple 6.3. Soit x la variable note de l'examen qui suit approximativement une loi normale de moyenne 63,5 et d'écart type 16,1. Donc on pourra écrire que x suit, on peut mettre une flèche comme ça, une loi normale de moyenne 63,5 et d'écart type 16,1. Ainsi, la variable z qui consiste en la variable aléatoire normale x dans laquelle je retranche la moyenne 63,5 et je divise sur l'écart type 16,1, j'obtiens une variable aléatoire. Cette variable aléatoire, elle suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1, c'est-à-dire z suit une loi n 0, 1. De façon générale, la probabilité, on a dit, ça correspond à l'air sur le graphe, mais l'air sur la courbe, en général, c'est difficile à calculer parce que la fonction avec laquelle on dessine le graphe est complexe. Mais il y a des tables pour une loi centrée réduite, mais on n'utilise pas les tables non plus actuellement, puisqu'il y a des logiciels, il y a Excel, il y a les calculatrices, il y a plein de logiciels qui font la job. Donc, on ne va pas utiliser des tables de la loi normale. Mais dans le passé surtout, c'est qu'on les transformait obligatoirement vers une loi normale pour pouvoir utiliser les tables, parce qu'on ne pouvait pas intégrer à chaque fois. Représentation graphique. Avant de calculer les probabilités à l'aide de la table ou des logiciels ou d'Excel par exemple, souvent il faut faire quelques transformations sur le problème afin de pouvoir utiliser les fonctions qui sont implémentées dans Excel ou dans une calculatrice donnée. Donc il faut bien comprendre les représentations graphiques d'une probabilité avec la loi normale pour pouvoir utiliser ces fonctions qui sont implémentées. Par exemple ici l'air, cette l'air, on peut l'exprimer comme étant la probabilité de z plus petit ou égal à 0,5. Alors on voit 0,5 ici. On voit z, c'est une loi normale n01. Donc cette air-là, c'est p de z plus petit ou égal à 0,5. Souvent, les logiciels, ce sont ce type de proba qui calculent probabilité d'une variable plus petite qu'une constante. Donc, soit on lui donne la constante 0,5 qui nous calcule la proba, soit on lui donne la proba et il nous trouve la constante ici. Souvent, les logiciels, c'est ça qu'ils font. Donc, lorsqu'on a quelque chose de différent que ça, on essaie de faire des transformations. Donc ici, l'air sur le graphe, on peut toujours l'écrire probabilité de z plus petit que moins 1.
Plus petit ou égal, à vrai dire, ici c'est la même chose. Je mets plus petit ou égal, c'est pareil pour une loi continue, ça ne change rien. Mais souvent, on écrit plus petit ou égal. Ici, on va écrire c'est probabilité de z plus petit ou égal à 1, plus grand ou égal à moins 2. Voilà. Il y a des logiciels capables de calculer ça. Pour d'autres, il faut les transformer sous cette forme pour pouvoir les calculer. Ainsi, on pourra par exemple dire que cette aire-là, l'aire grise, c'est l'aire de moins l'infini jusqu'à 1, à laquelle je retranche l'aire de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, égale probabilité de z plus petit ou égal à 1, moins probabilité de z plus petit ou égal à moins 2. Le fait que je l'ai transformé probabilité d'une variable plus petit ou égal à une constante, ça permettrait d'utiliser Excel par exemple. Bon, alors que votre calculatrice elle peut calculer directement ça. Elle peut calculer lorsque votre variable est entre deux bornes. Ça ne pose pas de problème. Ici, pareil ici, l'aire ici grise, on peut l'écrire comme probabilité de z supérieur ou égal, supérieur strictement, ça ne change rien, à moins 1. Et là aussi, il y a des... si on veut utiliser Excel, on doit la transformer. Donc, je peux dire que c'est l'aire totale à laquelle je retranche l'aire de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, l'aire totale, on a dit c'est 1, 1 moins probabilité de z plus petit ou égal à moins 1. L'avantage de cette transformation, c'est que je peux par exemple utiliser Excel directement, parce qu'Excel, il y a une fonction qui permet de calculer comme ça probabilité d'une variable plus petite qu'une constante. Avec la calculatrice, on va pouvoir quand même calculer ça directement sans faire cette transformation, même s'il est important de comprendre comment on l'a obtenu. Ben, si on prend l'exemple 6.5 dans chacun des cas, représenter la probabilité à l'aide de l'aire sous la courbe. Ici, on s'intéresse à P de Z plus grand que moins 1,5 ou bien plus grand ou égal ou plus grand strictement. On a dit que ça ne change rien. On peut dessiner à peu près 1,5 quelque part ici. Et donc la probabilité, on a dit la proba, c'est l'aire sur le graphe P de Z supérieur à moins 1,5, donc c'est cette aire-là. C'est ça qui a été demandé. Ou ici, probabilité de Z supérieur ou égal à 1. Pardon, ici, au début c'est moins 1,5. Moins 1,5, il est là. Ici, plus bas c'est 1. Voilà. Donc ici, on a dit P de Z supérieur ou égal à moins 1,5. Donc moins 1,5, il est là, donc ça donne cette aire jaune. Et dans l'exemple plus bas, P de Z supérieur ou égal à 1, ça donne cette aire jaune. Puisqu'on travaille avec une loi N01, donc ils sont centrés en 0. Maintenant, si on veut probabilité 1 moins probabilité de Z plus petit que 1. Donc, c'est en fait probabilité que Z supérieur ou égal à 1. On l'a déjà fait. Ça, c'était la même chose que probabilité de Z supérieure strictement à 1. Probabilité que Z soit compris entre moins 1 et 1, donc ça serait l'aire sous cette courbe. Pareil ici, donc ici la probabilité de Z plus petite que 1, si on essaie de dessiner ça, P de Z plus petit ou égal à 1, donc c'est tout ça. Et il faut enlever la plus petite P de Z plus petit ou égal à moins 1. Donc il faudra enlever, il faudrait qu'on enlève cette quantité. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient?
on obtient juste cette partie-là, entre moins 1 et 1. Donc ça, bien sûr, on pourra l'écrire. Probabilité de z inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à moins 1. Ensuite, en dernier, donc, P de z. Ici, c'est 1 moins P de z compris entre moins 2 et 1. Donc, si on prend z qui est compris entre moins 2 et 1, si on prend z qui est compris ici, ici c'est 1 moins ça, donc c'est le complémentaire. C'est le complémentaire. Donc, c'est la partie qui est à l'extérieur de l'intervalle moins 2, moins 2. Alors, il faut faire les exercices qui sont dans cette section, bien sûr. Parlons maintenant de la transformation d'une variable qui suit une loi normale n mu sigma en une variable qui suit une loi normale n01, c'est-à-dire une loi normale standard de moyenne 0 d'écart 1. Donc, si x suit loi n mu sigma, la variable z qui égale x moins la moyenne sur l'écart type va suivre une loi n0. Ainsi, par exemple, la probabilité que la variable x soit entre a et b, c'est la même chose que la probabilité que a moins mu sur sigma égale inférieur à x moins mu sur sigma plus petit que b moins mu sur sigma. Il suffit de retrancher en fait finalement mu de chaque côté et de diviser le tout par sigma. Et comme cette quantité c'est égal à z, à la variable aléatoire z, c'est la même chose que probabilité de z comprise entre la première constante, ça c'est finalement une constante, ça c'est aussi une constante qu'on a appelée za et zb. En gros, on peut se ramener d'une variable qui n'est pas une loi, qui n'est pas n01, une variable normale qui n'est pas standard, à une variable normale standard. On peut se ramener. On utilisait ça beaucoup plus dans le passé quand il n'y avait pas de logiciel, parce qu'on utilisait des tables de loi normale. Mais avant, c'était compliqué de calculer la proba comme ça pour n'importe quelle variable aléatoire de loi normale x, si la moyenne mu et sigma sont quelconques. Mais ce n'est pas actuellement puisqu'il y a des logiciels, donc on peut bien calculer ça. Mais il est important de savoir qu'on peut passer quand même de la loi n mu sigma à une loi n01. Exemple, donc écrivez chacune des probabilités en utilisant la loi normale centrée réduite n01. Donc sachant que ici, on sait que x suit une loi n28 sur 3. Donc la probabilité en fait que x supérieur à 35. Je pourrais retrancher la moyenne des deux cas. La moyenne c'est 28. C'est la même chose que p de x moins 28 supérieur à 35 moins 28. C'est la même chose que p de x, je divise sur sigma. Sigma c'est 3. Supérieur à 35 moins 28 sur 3. Et ça, c'est la variable z qui suit une loi n01. Et cette quantité à droite, 35 moins 28 sur 3, ça donne 7 sur 3. Avec donc la variable z suit une loi n01. Alors là, comment on peut se ramener d'une loi normale qui n'est pas standard, réduite, à une loi normale standard réduite? Standard, la moyenne est 0, réduite, sa variance est égale à 1. De la même manière, on peut faire les questions B, C, D, E en écrivant cette proba à l'aide de la loi normale centrée réduite. Faites-le à titre d'exercice et revenez vérifier vos calculs.
sûr. Regardons quelques applications de la loi normale. Donc, une entreprise fabrique des tiges de métal. La résistance à la rupture de ces tiges distribuées normalement, ça suit une loi normale, avec une moyenne de 70 kg et un écart type de 4 kg. Donc on suppose que ça suit une loi normale. On a vu que la loi normale peut prendre des valeurs négatives. Ici, la résistance, ça peut être qu'une valeur positive, mais ça, c'est pas grave. On a vu que pour les ailes de distribution, sont négligeables en général. Quel est le pourcentage de chances qu'une tige choisie au hasard de la production ait une résistance à la rupture supérieure à 73 kg? Donc, on a une autre variable qui est la résistance à la rupture. Sa moyenne est de 70 et son écart type, c'est de 4. Donc, on a X suit une loi normale, 70, 4. Et qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le pourcentage de chance, ou quelle est la probabilité en quelque sorte, qu'une tige choisie au hasard de la production ait une résistance à la rupture supérieure à 73. Donc on cherche probabilité que X soit supérieur à 73,8. Donc X égale, donc c'est la variable qui est la résistance à la rupture. Voilà, donc on s'intéresse à la probabilité que X soit supérieur à 73,8. En fait, ici, dans ce numéro, on ne fait pas vraiment des calculs. On va juste dire c'est quoi nos variables. Donc cette question, finalement, elle vient en bas. On peut dire que X, c'est une loi normale, 70, 4, et que la variable X ici, c'est la résistance à la rupture. C'est ça notre variable X. Un autre exemple. Donc, 2,5% des tiges de production auront une résistance à la rupture inférieure ou égale à quelle valeur? Donc, en fait, on a toujours la variable qui est la résistance. Ici, ça ne change rien. La moyenne, c'est toujours 73,5. C'est le même problème. Donc, c'est 70 et 4, c'est ça. Donc, on a toujours la moyenne 70. C'est 4. On a toujours X résistance. Et bien sûr, on a toujours X. Ça ne change rien. C'est toujours la même loi M74. En fait, ce qu'on cherche, ici maintenant, ce que je cherche, c'est différent de tout à l'heure. 2,5% des tiges de la production auront une résistance à la rupture inférieure ou égale à quelle valeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une certaine valeur A, telle que la probabilité que ma variable soit plus petite ou égale à A, c'est égal à 2,5%. Ça veut dire la probabilité. 2,5%, c'est combien en proba? C'est 0,025. 2,5% de chance. Et ça, ce que ça veut dire. Donc finalement, le problème, c'est A qu'il faut calculer ici. C'est pas la proba. La proba, on la connaît, mais on ne sait pas la limite A est égale à quoi. On va voir comment faire ça par la suite. Il faut juste ici comprendre ce qui est demandé. Le responsable du contrôle de qualité précise que 70% des tiges métalliques ne peuvent supporter une charge supérieure à 76 kg. Est-ce que cette affirmation est vraie? Qu'est-ce qu'on cherche? On a toujours les mêmes paramètres, 70, 4, et toujours X c'est la résistance. Donc on va chercher la probabilité que la résistance soit plus petite que 76 ou égale à 76. Si c'est le cas, la responsable du contrôle de qualité précise que 70% des tiges. On va calculer la probabilité que X plus petit ou égal à 76. On va voir est-ce que cette quantité c'est égal à 0,7 ou pas. Est-ce que c'est égal à 70%?
Voilà, pour pouvoir voir est-ce que c'est vrai qu'il y a 70% qui ont une résistance plus petite que 76. Et là, à quelle pression, bien à quelle charge, à vrai dire, à quelle charge peut-on soumettre les tiges pour que 95% d'entre elles puissent supporter cette charge? En fait, donc on s'intéresse, en fait, on demande quelle est quelle pression, quelle charge on peut soumettre les tiges pour 95% vont supporter la charge. Donc, ils vont avoir une résistance supérieure à cette pression soumise, cette pression auquel on les soumet. Donc, probabilité que la résistance de cette tige soit supérieure ou égale à cette constante, on doit avoir 95% de chance. Donc, la proba doit être égale de 0,95. Et donc, on pourra dire que toutes les 95% des tiges qui ont une résistance supérieure à B vont pouvoir, 95%, ils vont supporter une charge supérieure à B. C'est ça que l'objectif. Donc, il faut trouver une constante B telle que P de x supérieur ou égal à B, c'est 0,95.